Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle matière de quatrième, à savoir la trigonométrie. Donc voilà, nouvelle matière, je vais essayer d'être le plus clair possible et de vous expliquer le cheminement et d'où on vient et où est-ce qu'on va et pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible. Euh, la trigono, c'est un chapitre un peu particulier parce que on cherche en fait des relations. On cherche des relations euh, entre différentes grandeurs et évidemment, qui dit trigonométrie dit triangle. Donc on cherche ces relations dans les triangles. Alors d'où est-ce qu'on vient? On vient généralement de Pythagore et de Sokatoa que nous avons vu en troisième année. Et donc, ça permettait Pythagore de connaître, de savoir que euh, le côté adjacent à un triangle rectangle au carré plus le côté opposé à ce même angle droit au carré donnait l'hypoténuse au carré. Et Sokatoa nous introduisait des rappels, enfin nous introduisait des valeurs qui étaient les sinus et les cosinus, toujours dans un triangle rectangle. Alors, la matière de quatrième va un tout petit peu plus loin là-dedans. Donc, l'idée évidemment est toujours la même. C'est-à-dire que si vous avez un triangle, on va toujours vous demander on va toujours vous donner deux ou trois informations et vous demander d'en trouver d'autres. Alors, euh, quelles sont les informations que l'on peut trouver sur un triangle? Eh bien, vous avez l'hypoténuse, vous avez le côté, le côté adjacent si on prend cet angle-ci, et vous avez le côté opposé si vous prenez toujours ce même angle rouge. Si vous voyez les choses encore différemment, ici, vous avez quoi? Vous avez trois angles différents. Et de ces angles, chaque angle a une caractéristique que vous voyez ici à gauche. Je vous mets évidemment le cours, le dossier en lien dans la description pour pouvoir le télécharger et pour pouvoir vous y retrouver. Mais donc, en gros, il y a toujours six informations que l'on vous demande d'avoir dans un triangle, c'est-à-dire envers les trois angles qui peut y avoir dans le triangle et la mesure des trois côtés qu'il peut y avoir dans le triangle. Alors jusqu'à présent, on a travaillé dans un triangle rectangle, c'est-à-dire qu'il y a un de ces angles qui valait toujours 90 degrés. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit ici. Afin de pouvoir appréhender la trigonométrie, il est important de se pencher sur sa définition et sur les définitions des termes principaux de cette matière. Donc comme je vous ai dit, voilà, les termes principaux qu'on va utiliser euh, dans cette matière vont être le sinus, le cosinus et la tangente. Et la trigono est la branche des mathématiques qui traite des relations entre les distances et les angles dans les triangles et des fonctions trigonométriques telles que les sinus, les cosinus et les tangentes. Ça, on y reviendra plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est le sinus? Le sinus peut être défini de deux manières différentes. Donc, le sinus est le rapport entre le côté opposé d'un angle et l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Ça, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de la matière que nous avons vue, c'est-à-dire Sokatoa. Ici, vous voyez que le sinus est défini comme le rapport entre le côté opposé d'un angle et l'hypoténuse dans le triangle rectangle. Et évidemment, vous avez exactement la même définition pour le cosinus et pour la tangente. Mais en plus de ça, le sinus est la projection d'un point d'intersection entre le cercle trigonométrique et la droite déterminant l'angle sur l'axe des Y. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce chinois? Qu'est-ce que c'est ce charabia? Alors, vous voyez que le cours a été fait, mais moi je veux m'attarder sur ce dessin-ci. Qu'est-ce que c'est? Donc vous voyez, vous êtes dans ce qu'on appelle un cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, si vous le voyez en entier, c'est ceci. Et donc, si vous prenez l'angle de 30 degrés, vous voyez que vous avez une droite qui part du centre du cercle et qui vient intercepter le cercle à un endroit.
ce cercle trigonométrique a certaines propriétés. En l'occurrence, elle a 1 de rayon. Donc, le rayon du cercle trigonométrique va de -1 à 1. Et même chose pour l'axe des Y. Donc ça veut dire que si vous prenez ici 30 degrés, vous prenez une droite qui part du centre et qui vient intercepter ce cercle. Cette droite-là vaut 1, puisque c'est le rayon du cercle. Et quand vous parlez de projection, pour connaître le sinus, eh bien vous prenez ce point ici et vous le prolongez sur l'axe des Y. Et sur l'axe des Y, vous obtenez une valeur qui est comprise toujours entre 1 et -1. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve le sinus d'un angle. Et évidemment, on va faire la même chose pour le cosinus. Donc, une fois qu'on a l'intersection de cette droite avec le cercle, on va descendre sur l'axe des X et on va trouver une valeur. Cette valeur correspond au cosinus d'un angle. Et chaque angle que je vous donne a une combinaison unique d'un sinus et d'un cosinus. Par contre, plusieurs angles peuvent avoir, par exemple, le même cosinus. Donc si vous prenez 30 degrés ici, vous voyez que le cosinus vaut une certaine valeur, on va dire 0,9, mais que si vous prenez 330 degrés ou -30 degrés, ça vaut aussi pour le même cosinus. La différence sera évidemment ici le sinus. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer un angle. Donc maintenant, quand vous utilisez une formule qui dit sinus de A, si vous réutilisez ce Stochatoa, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir vous dire, ben voilà, si mon sinus par exemple vaut 0,6, eh bien ça signifie que je vais aller sur mon cercle trigonaux, que je simplifie comme ceci. Et si je vous dis que le sinus vaut 0,6, eh bien ça veut dire que là, tout au-dessus, vous avez 1 et que donc 0,6 va se trouver quelque part par ici. Et que donc, si vous prenez le cercle, que je vais avoir du mal à dessiner, mais je vais donner mon mieux, voilà, et bien en fait, ça peut correspondre soit à cet angle-ci, soit à cet angle-là. Donc l'angle qui vient faire quoi? Qui vient intercepter sur le cercle et qui part du centre. Voilà. Donc ça, c'est un angle qui a un sinus de 0,6. Ceci est un angle qui a un sinus de 0,6. Mais aussi, évidemment, celui-ci. Et pour aller encore plus loin, celui-ci. Donc vous voyez que vous avez 4 angles qui correspondent à un sinus de 0,6. Mais nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est que si on connaît un angle ici, on sait directement de quel angle on parle. On n'est pas dans un cercle trigonométrique. Ce que je viens d'expliquer, c'est d'où vient l'outil pour trouver l'angle qu'il y a dans ces triangles. Alors, on a vu donc le cercle trigonométrique. On a revu Stochatoa. La tangente, ah oui, la tangente, ça peut être important. Si je vous redessine un cercle trigonométrique, donc c'est-à-dire comme ceci, désolé, mon cercle n'est pas très beau, mais ça suffira. La tangente est la parallèle à l'axe des Y ici, et la valeur de la tangente, ça va être quoi? Ça va être la prolongation, l'intersection d'un angle tracé sur cette droite. Exemple, si vous avez un angle qui fait comme ceci, eh bien vous allez prolonger, et ici, on aura la tangente d'un angle. Évidemment, il en va de même si je prends un angle ici, et que je le prolonge, et que j'arrive ici. On aura la tangente de cet angle bleu. Encore une autre expérience. Ici, dans un autre cadran,
en jaune un angle comme ceci qui passe par le centre quand c'est bien dessiné et qui a une tangente. Donc la tangente, c'est ça que ça représente. C'est la prolongation d'une droite d'un angle qui vient intercepter une droite parallèle à l'axe Y et qui passe par x est égal à 1. Voilà, j'espère avoir été clair et assez visuel sur ce point-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on se casse la tête avec la trigono de manière générale? Alors, il y a plusieurs raisons. La plus simple, on va dire, c'est de pouvoir calculer des choses qui sont difficilement mesurables. L'exemple type, c'est je vous demande d'aller sur la place à côté de l'école et je vous demande de trouver la hauteur d'un bâtiment. Eh bien, avec un mètre de un seul mètre, voilà. Donc ça veut dire que la hauteur en elle-même, vous n'allez pas pouvoir monter sur le bâtiment et faire descendre un mètre jusqu'en bas pour savoir combien ça vaut. Vous savez qu'un bâtiment de manière générale est fait en angle droit, c'est-à-dire que vous allez avoir ceci qui va être tracé. Vous allez pouvoir mesurer par terre, puisque vous avez accès à par terre et vous pouvez additionner des mètres. Et vous pouvez connaître un angle qui part d'un certain point et qui arrive au-dessus du triangle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez cet angle-ci qui fait 90 degrés. Vous pouvez calculer cet angle-ci que je ne connais pas et vous pouvez calculer cette mesure-ci qui est donc le côté adjacent. Ici, vous avez un angle droit, vous connaissez la mesure du côté adjacent, vous connaissez l'angle qu'il y a ici, eh bien, vous pouvez trouver quelle est la valeur du côté opposé qui représente la hauteur de votre bâtiment. Alors, évidemment, ça c'est dans des cas particuliers, à savoir le cas du triangle rectangle. Les lois que je vais vous donner et les explications que je vais vous donner, elles vont pouvoir aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de deuxième angle droit? Voilà, donc la première application, c'est les basiques. Dans un premier temps, l'application de la trigonométrie est principalement liée aux distances et aux mesures d'objets trop grands que pour pouvoir être mesurés à la main ou difficilement mesurables. Elle permet de déduire des informations à partir d'informations maîtrisables et vérifiables. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et dans un second temps, pour d'autres raisons, pour d'autres matières qu'on verra plus tard en 5e et en 6e, elle intervient dans tous des phénomènes cycliques. Donc, dans un second temps, et nous ne le verrons pas dans le cadre de ce cours, la trigonométrie permet de mettre en évidence des phénomènes cycliques et nous verrons pourquoi. L'exemple type, de nouveau, l'économiste qui en moi vous explique ceci. Vous avez, par exemple, vous êtes vendeur de parapluies. Et donc, fatalement, qu'est-ce qui va se passer en hiver? Vous allez en vendre beaucoup. Et fatalement, 6 mois plus tard, en été, vous n'allez pas en vendre du tout. Et vous allez faire ça chaque année. Et donc, vous allez avoir un phénomène qui va ressembler à ceci. Et ceci, je vais vous expliquer comment et pourquoi par la suite, c'est ce qu'on appelle un phénomène cyclique. Je vais vous montrer, pas dans ce cours-ci, mais plus tard ou quand on se verra, comment ceci fonctionne. Mais donc, c'est aussi à ça que ça sert, la trigono. Alors, la matière qui nous intéresse cette année-ci, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle la loi du sinus. Alors, nous avons vu avec Pythagore que la relation existe entre les trois côtés d'un angle du triangle rectangle. Cela signifie qu'avec trois informations, il est possible d'en déterminer une quatrième. Dans ce cas-ci, nous savons qu'il y a un angle droit et nous ne connaissons la grandeur que de deux côtés. Nous pouvons en déduire la grandeur du dernier côté. Ça, c'est ce que Pythagore nous a donné. Il est à noter que le théorème de Pythagore est démontrable de manière empirique, tel que vu en classe lors des autres théorèmes. Donc, Pythagore, c'est démontrable de manière empirique. J'avais prévu quelque chose en classe pour pouvoir vous le démontrer. On ne se verra pas en classe pour faire ça, ou en tout cas peut-être pas directement. Donc, pour l'instant, je vous demande de me croire sur parole ou de la voir sur Internet. Comment est-ce que de manière empirique, on peut
démontrer Pythagore, alors que les deux théorèmes qui suivent, donc la loi du sinus, des sinus et Al-Kashi par la suite, ça va être de l'interprétation et de l'utilisation de formules, de l'utilisation de logique, à partir de ce qu'on connaît. Et donc, l'idée, c'est d'arriver, pour la loi des sinus, c'est d'arriver à trouver un lien entre le sinus d'un angle et la longueur d'un côté pour des triangles qui ne sont pas rectangles. Donc voilà, comme je dis ici, comme la volonté de déduire des informations a toujours été moteur de recherche en mathématiques, la loi des sinus est arrivée. Elle met en évidence une relation entre les angles d'un triangle quelconque et leurs côtés opposés respectifs. Et donc, dans cette formule, nous voyons bien qu'il y a les 6 valeurs dont je vous ai parlé, pouvant être inconnues, et nous voyons aussi qu'avec 3 de ces valeurs, nous pouvons en trouver une quatrième. Néanmoins, ce n'est pas assez pour connaître, dans un plus grand nombre de cas, l'entièreté des paramètres. Peu importe, on y reviendra plus tard. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais zoomer pour vous montrer comment donc ça, je vous le dis, j'ai été voir sur internet pour la démonstration, mais je vais essayer de vous guider dans cette démonstration. Si vous ne voulez pas voir la démonstration mais juste utiliser l'outil, je mettrai dans la timeline de quoi passer cette démonstration. Mais de nouveau, de manière mathématique, je vous explique que moi, mon objectif est d'arriver à vous faire réfléchir d'une certaine manière, à vous poser des questions et à savoir comment est-ce que vous pourriez trouver des solutions. Et ça, typiquement, ben voilà, je vous dis que vous avez besoin de SOHCAHTOA, je vous dis que vous avez déjà en connaissance la tangente et de manière plus large Pythagore. Et donc, ici, je vous ai mis la loi du sinus démontrée, mais là, je vais vous les faire étape par étape. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai un triangle rectangle, un triangle quelconque. Donc déjà, là, quelque part, il y a quelque chose qui nous dit qu'on est un peu dans les problèmes. Pourquoi? Parce que toutes les formules qu'on a, tout ce qu'on a dans notre boîte à outils, ben, ça correspond à des triangles rectangles, à savoir Pythagore et SOHCAHTOA. Donc voilà. Ces paramètres ne fonctionnent, ces démonstrations ne fonctionnent que dans des triangles rectangles. Donc la première étape à faire, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à trouver un triangle rectangle dans ce triangle. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ce triangle en deux. On va prendre la hauteur. Et la détermination de la hauteur, c'est que ici, vous arrivez sur l'angle du dessus, mais surtout que ici, vous avez un triangle rectangle. Et donc, je vais vous le dessiner en deux fois. Vous avez donc de ce côté-ci ceci, et vous avez en addition ce triangle-ci. Et donc, en fait, on a simplement divisé ce triangle qui n'était pas rectangle en deux triangles rectangles qui ont une chose en commun, qui ont un côté ici en commun. Ce côté-là, on l'appelle H. Et donc, si on reprend le SOHCAHTOA, on sait que le sinus de l'angle alpha, donc ici, est égal à quoi? Ben, à son côté opposé, c'est-à-dire H, divisé par son hypoténuse, donc c'est-à-dire ici B. Et donc, vous savez que sinus de alpha est égal à H sur B, et que donc H est égal à B fois sinus de alpha. Donc ça, c'est de la transformation de formule. Vous voyez que comment est-ce qu'on a fait? Ben, simplement le B qui nous ennuyait. On a multiplié H sur B par B, donc les deux B ont pu se simplifier, je vais vous le noter ici. Comment est-ce qu'on a fait? On a fait que sinus de alpha est égal à H sur B. Pour pouvoir mettre en évidence H, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié ici par B pour pouvoir les simplifier. Sauf que si on multiplie à droite par B, eh bien, il faut pouvoir multiplier à gauche. Et donc, nous obtenons
ce que l'on désire, c'est-à-dire que B fois sinus de alpha est égal à H. Nous savons aussi, dans l'autre triangle rectangle, que le sinus de bêta, donc le sinus de cette valeur-ci, correspond à quoi? Au côté opposé qui vaut toujours H, divisé par A qui vaut l'hypoténuse. Et donc, même principe, même mécanisme, nous savons que H est égal à A sinus, donc A fois sinus de B de bêta. Et donc, ça signifie quoi? Comme les deux valeurs valent H, qu'est-ce qu'il nous suffit de faire? D'égaliser. En effet, si on sait que B fois sinus de alpha est égal à H, et que H est égal à A fois sinus de bêta, eh bien, on peut simplement effacer le H et dire que cette égalité-ci est vraie. Et donc, vous voyez, ici, après de nouveau modifications, puisque ce qui peut être fait pour alpha et bêta, en fait, on peut diviser le triangle différemment et aussi le faire pour C. Et donc, à ce moment-là, on se rend compte que la loi des sinus dit aussi que on a C sur sin alpha. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez que ici, si on sait que B fois sinus alpha est égal à A fois sinus bêta, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier, donc pas simplifier, mais réécrire différemment. Donc comme ici il y avait une multiplication, le sinus alpha, on le descend, le sinus bêta, on le descend de l'autre côté, et donc cette écriture-là, je vais, pour être plus clair, vous le réécrire. Donc on a cette égalité-ci, et la dernière égalité que je vous ai dit qu'on pouvait avoir en transformant ce triangle, c'est c'est non. Et donc ici, vous pouvez mettre en suspens la troisième égalité, mais ce qu'on peut faire ici, de nouveau, c'est si on veut relier l'angle sinus alpha au côté opposé, donc A, eh bien, ce qu'il suffit de faire, c'est ici diviser par sin alpha, et ici aussi divisé par sin alpha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici vous allez obtenir B est égal à A fois sin bêta sur sin alpha. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? De nouveau la même chose. Ce sin bêta vous ennuie, donc vous le divisez par 1 sur sin bêta, ce qui vous permet, comme c'est une multiplication, de les simplifier, et vous divisez par sin bêta ici. Et donc vous avez que B sur sin bêta est égal à A sur sin alpha. Et donc vous voyez en fait ici que c'est la longueur d'un côté et le sinus de l'angle opposé à ce côté. Et donc je ne vais pas vous le démontrer, mais le troisième lien, c'est C sur sin gamma. Voilà. Et ça, c'est la loi des sinus. Enfin, ce sont les lois des sinus. Et de nouveau, je vais vous donner des exercices par la suite, mais si vous connaissez deux angles et un côté, vous pouvez trouver le troisième côté. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les six informations, puisque comme c'est des égalités, eh bien, on peut très bien imaginer pouvoir ici enlever ça et faire en sorte qu'il y ait une égalité entre C et B. Donc ça, c'est la loi des sinus. La loi donc la suite, c'est Pythagore généralisé, et ça peut être dénommé comme étant Al-Kashi. Donc la dernière démonstration nécessaire pour complètement maîtriser les paramètres d'un triangle quelconque est celle d'Al-Kashi.
grâce à cette démonstration, il n'est plus nécessaire d'être dans le cas d'un triangle rectangle pour mettre en rapport des angles et des grandeurs. Donc, on enlève la loi des sinus et on revient sur Al-Kashti. De nouveau, l'idée de cette démonstration, c'est pas vraiment de la connaître en soi, c'est d'arriver à faire la gymnastique intellectuelle pour se poser la question. La première question, c'est 1. Qu'est-ce que je cherche? 2. Surtout, c'est quels sont mes outils pour pouvoir déterminer un lien logique pour pouvoir trouver mes réponses. Alors de nouveau ici, comment est-ce qu'on fait? On reprend un triangle quelconque. Donc de nouveau, je vous ai mis la démonstration. Ici, je vous la réexplique simplement. Si ça ne vous intéresse pas, vous passez. Mais voilà. Comment est-ce qu'il a fait? De nouveau, on se retrouve avec deux triangles rectangles. Avec la hauteur qui est commune et évidemment avec une chose différente qui est ici, cette longueur. Et donc, cette longueur qui vaut C a été en fait divisée en deux, c'est-à-dire x ici et évidemment C moins x ici, puisque C vaut toute la longueur. Si le petit côté vaut x, et bien c'est normal que cette troisième partie vale C moins x. Et donc, grâce à ceci, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Eh bien, on reprend les informations que nous possédons. Donc, là, on a le côté A, le côté B, le côté C. Et ici, on a l'angle que je vais appeler gamma, l'angle alpha et l'angle bêta. Et donc, ici, vous voyez quoi? De nouveau, dans ce triangle qui fait BX et H, eh bien, vous avez directement Pythagore. C'est-à-dire que vous savez que B carré est égal à H au carré plus X au carré. Vous savez aussi que A au carré est égal à quoi? Est égal à H au carré plus, entre parenthèses, C moins X au carré. C'est ce qui est écrit ici. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Produit remarquable. Ça va vous donner quoi? Ça va vous donner H au carré. Comment est-ce que vous résolvez ceci? Plus, moi je le fais de manière simple pour bien vous expliquer. C au carré moins 2cx plus x au carré. Et donc, vous obtenez un système de double équation à deux inconnus. Ça, c'est ce qui est marqué ici. Et ici, vous voyez d'où vient le calcul que j'ai fait. La prochaine étape que vous voyez ici est d'avoir en fait isolé le h. Et donc, vous vous retrouvez avec en fait, pour la première équation, h carré qui est égal à x carré. Ah oui, il l'a fait autrement, donc on va le faire autrement aussi. Vous avez donc h carré qui était là, et donc qui vaut quoi? Qui vaut b au carré, avec le plus x qui passe de l'autre côté, et qui fait moins x carré. Et ici, en bas, vous voyez quoi? Vous voyez que vous passez aussi le h carré de l'autre côté, et ça vous donne quoi? Enfin, plus exactement, vous passez tout le produit remarquable de l'autre côté, et donc vous avez quoi? Vous avez a carré moins la parenthèse, ce qui fait donc moins c au carré plus 2cx moins x au carré. C'est ce qui est noté ici.
Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez remplacer. Vous pouvez donc connaître, remplacer par des équivalents. Et donc dans ce cas, en fait, ce que vous allez faire, c'est une égalité. C'est-à-dire que vous allez mettre que b au carré moins x carré, quand je l'aurai écrit correctement, donc qui vient d'ici, eh bien, est égal évidemment à tout ceci. Et donc vous avez a carré moins c au carré plus 2cx plus x au carré. Et évidemment, j'ai fait une petite faute, puisque si c'était avec un négatif, il fallait mettre le moins ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le moins x carré qui est là et le moins x carré là vont pouvoir se simplifier. Pourquoi? Parce que si je veux qu'ils disparaissent, je vais faire quoi? Je vais faire plus x au carré. Pour garder l'égalité, je vais mettre plus x au carré ici. Et donc, comme j'ajoute x carré des deux côtés, mon égalité reste la même, mais mes x carrés disparaissent. Donc, on obtient que b carré est égal à a carré moins c carré plus 2cx. C'est donc ceci que vous voyez. Une fois que vous avez écrit ceci, donc, vous isolez le a carré, ce qui vous donne cette formule-ci, avec ce cx. Et comment est-ce qu'on passe de cette étape-ci à cette étape-là? Eh bien, vous voyez que par ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire probablement la loi pas la loi mais SOHCAHTOA, eh bien, vous savez que x est égal à b fois cos alpha. Et donc, on va remplacer x par b fois cos alpha. Une fois que vous avez ça, vous savez que a carré, en fait, une fois que vous avez ça, vous avez la première formule d'Al-Kashi. C'est-à-dire que vous avez a carré qui est égal à b au carré plus c au carré moins 2 fois c fois b fois cos alpha. Et ça, c'est l'écriture généralisée à n'importe quel triangle du théorème de Pythagore. D'ailleurs, si vous regardez bien, le théorème de Pythagore dit que s'il y a un angle droit, je vais vous le noter en tout petit ici, c'est ceci. Et donc, c'est un angle qui vient en vert ici. Le cosinus est la projection d'un angle sur l'axe des x, donc ça vaut 0. Et donc, ça veut dire que si vous êtes sur un triangle rectangle, ben le cosinus de 90 vaut 0. Donc, toute cette partie en verte vaut 0. Et vous retombez sur a carré qui est égal à b carré plus c carré. Vous obtenez bien le théorème de Pythagore. Et donc, ceci montre bien que vous avez trois formules d'Al-Kashi. Je l'ai démontré pour un certain triangle. Il y a moyen de le démontrer pour tous les autres triangles. Voilà. Ça, c'est pour le théorème d'Al-Kashi. Je vous laisse regarder dans le cours ce qu'il en est. Le cercle trigonométrique, nous en avons déjà discuté. Et il me reste donc à voir avec vous les radians et les degrés. Alors pour ça, hop, on va fermer ça. Pour faire ça, il faut juste une petite explication. Donc historiquement, les degrés ont été les premiers à voir le jour et plusieurs hypothèses sont émises sans véritable confirmation de leur impact. Donc principalement, les Mayas comptaient avec un système pas en base 10 mais en base 6. Il y a plusieurs histoires qui viennent de là.
Bref, les degrés ont été les premiers à voir le jour, et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler là-dessus. Néanmoins, dans l'histoire mathématique, certaines formules ne fonctionnent qu'avec des radians. Et en fait, d'où vient cette idée de radian? C'est pour ça aussi que sur votre calculette, vous pouvez soit la mettre en radian, soit la mettre en degrés. Il y a certaines choses qui vont devoir être faites en radian, mais comment est-ce que vous pouvez comprendre d'où ça vient? Eh bien, elle est définie comme étant le rapport qu'il y a entre le périmètre intercepté par l'angle et le rayon. Donc, grand L sur petit r. Grand L étant la longueur de l'axe, enfin de l'arc de cercle ici, et petit r, le rayon. Et de là, nous pouvons reprendre la formule du périmètre du cercle que vous connaissez, donc c'est-à-dire que le périmètre est égal à 2 pi r. Et donc cela signifie que le grand L de 360 degrés, donc un tour complet, comme vous connaissez l'équation, vous avez 2 pi r, et bien vous savez que 2 pi r, donc 2 pi radian, c'est ça que ça signifie. Donc 2 pi, pas 2 pi, 2 pi rayon. Donc 360 degrés est égal à 2 pi du rayon. Et donc de ce fait, un angle de 360 degrés correspond à grand L qui vaut 2 pi rayon sur le rayon. Une fois simplifié, vous obtenez que donc 360 degrés est égal à 2 pi radian. Et les autres valeurs en découlent. Et donc, vous voyez que si 2 pi en radian valent 360 degrés, il est évident que 180 degrés est égal à pi, que 90 degrés est égal à pi demi, et que les autres angles grossiers qu'on vous demande, c'est-à-dire 60, 45 et 90, ne sont que le résultat d'une division de 2 pi par 360. Et de manière plus mathématique, nous savons que 1 degré est égal à 0,0174533 radians et que 1 radian est égal à 57,2958 degrés. L'idée ici, c'est pas de connaître ces valeurs étant donné qu'elles sont sur la calculette. L'idée ici est d'arriver à comprendre d'où vient le lien entre les degrés et les radians. Comme vous pouvez le voir, je vous ai mis un mind map et je vous ai donné pas mal d'exercices. J'espère que les explications ont été claires. Je donnerai une deuxième vidéo avec la correction des exercices, même si vous les avez déjà. Je vais les faire en vous expliquant d'où ça vient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse y répondre. Et bonne rentrée à toutes et à tous. Courage à vous pendant le confinement. Et à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.